Dans un coin de la tente, pressé contre la toile chaude, je reste immobile, réfléchissant à ma fuite impulsive. La surprise face à ma propre courage laisse place au choc d'avoir blessé mon mari, me confrontant à la réalité de mon mariage, marqué par des attentes de soumission et de gratitude, mais aussi par la peur de revivre la violence de la première nuit. L'agressivité qu'il a manifestée renforce ma conviction qu'il y a quelque chose de profondément incorrect dans notre relation et cela me fait peur de penser que d'autres femmes mariées pourraient être confrontées à la même terreur. La pression de concevoir un enfant en un mois pèse sur moi, obscurcissant mes pensées et amplifiant le désespoir de ma situation. L'inquiétude pour Raja, l'impossibilité pour mon père de rembourser ses dettes et l'accumulation de honte et de souffrance dans ma vie me conduisent à remettre en question tout ce qui se passe et à désirer une fin à cette angoisse. Je suis perdu, sans savoir comment reprendre le contrôle ou la direction, tandis que l'ombre de l'obligation et de la peur domine mes pensées. Face à la peur croissante, mon corps tremble en serrant les morceaux de vêtements contre moi, craignant une nouvelle approche de lui et les possibles conséquences. Insécure, j'essaie d'observer tout mouvement autour de moi, consciente de ma vulnérabilité due à mon impossibilité d'entendre. La chaleur du soleil s'intensifie, me forçant à quitter le refuge, même si je suis réticente à affronter la réalité d'être liée à lui sans prévoir de liberté. En ajustant rapidement la robe endommagée, j'essaie de garder mon calme. En entrant dans la cuisine, le désordre saute aux yeux. La nourriture, préparée avec tant d'efforts, étalée par terre, symbolisant l'inutilité de mes efforts pour trouver ma place à ses côtés. La scène désolée reflète la complexité de m'adapter à cette vie, marquée par une union indésirable et la quête constante d'acceptation et de sécurité. J'ai essayé de comprendre ce qui avait déclenché cette explosion de colère inattendue, mais je me suis seulement retrouvé perdu dans un labyrinthe mental sans issue. Était-ce le petit déjeuner ? Ou peut-être quelque chose que j'ai dit, aurait-elle pu percevoir mes intentions et en être mécontente ? J'ai soupiré profondément et me suis déplacé prudemment jusqu'à la chambre où j'avais laissé mes affaires. J'ai commencé à envisager la possibilité de passer la nuit dans le salon, si nécessaire. Je laissais échapper un soupir de soulagement lorsque je tirais le rideau et réalisais que j'étais seul là-bas, peut-être même dans toute la tente. Je fis une brève prière et me changeai rapidement, ne sachant pas comment réparer les dégâts causés. Je rangeai mes vêtements dans le sac que j'avais apporté et retournai à la cuisine, où j'avais laissé mes vêtements à laver. Je nettoyai tout le désordre, mangeai quelques fruits et pris un chai. Ensuite, je suis allé chercher de l'eau et l'ai amenée à l'endroit de lavage que Raina m'avait montré précédemment, remarquant qu'il y avait déjà un panier de ses vêtements là-bas. J'ai regardé autour de moi, me sentant acculé comme un animal, mais je ne pouvais pas éviter ce sentiment. Je n'avais aucun problème à faire la lessive, à cuisiner et à m'occuper de la maison. Pendant des années, c'était ce qui me faisait me sentir utile, puisque je ne pouvais aspirer à rien d'autre. J'ai donc lavé tous les vêtements dans ce panier. Essuyant la sueur de mon front, je me suis dirigé vers la cuisine, poussé par la faim, sans une idée précise de l'heure, mais conscient que c'était déjà tard. En arrivant, je remarquai un morceau d'agneau sur le comptoir, un signe récent de sa présence, ce qui fit battre mon cœur plus rapidement. Après avoir hésité brièvement, je décidai de commencer à préparer le déjeuner en retard. Et je choisis également d'organiser le dîner en commençant par satisfaire ma faim immédiate avec du fromage de chèvre et de la confiture. Pendant que je m'occupais du dîner, je parvins temporairement à oublier les tensions en me concentrant sur la tâche à accomplir. Je décidai que rester occupé et éviter les conflits serait ma stratégie de survie, malgré l'incertitude de mes plans. Consciente de la tromperie que j'avais perpétrée à son sujet en ce qui concerne ma surdité, je cherchais à prouver ma capacité en tant qu'épouse, espérant trouver un moyen d'harmoniser notre mariage forcé et d'éviter le rejet. Avec précaution, je préparais le bain en utilisant le savon disponible et je choisis de porter ma robe jaune usée, arrangeant mes cheveux et la table pour le dîner avec espoir et détermination, cherchant dans la foi et la confiance la force de ne pas abandonner face aux défis de notre relation. Avec un enthousiasme dans la poitrine et le cœur battant fort, un froid intense envahit mon estomac quand je le vis entrer. J'ai rapidement remarqué sa surprise, peut-être même son choc. J'ai respiré profondément en le fixant et j'ai immédiatement perçu son mécontentement se refléter sur son visage. « Salam alaikum Saïdi !» Sa tête se plissa profondément. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?»
Il n'était même pas encore complètement entré, et tandis qu'il avalait le nœud qui s'était formé en l'absence de réponse à mon salut, j'essayais de garder une expression aussi neutre que possible. Je sais que nous n'avons pas commencé du bon pied, et je sais aussi que je n'étais pas le choix que vous avez fait. Je suis ici pour aider à sauver la vie de mon père. J'ai souligné. Je veux apporter de l'harmonie dans notre foyer. Mes jambes tremblaient légèrement quand j'eus fini de parler. Je promets de ne pas agir de manière agressive tant que je reçois le même traitement en retour. Ne soyez simplement pas sur mon chemin. Il exigea sans avoir l'air très satisfait de toute la conversation. Comme vous préférez, Sayyidi, Shukran. J'ai continué de rester à ma place pendant qu'il se dirigeait vers la chambre. Je ne savais pas s'il profiterait du dîner, mais je me suis assise dès que le rideau est tombé et qu'il a disparu dans la tente. Mes jambes tremblaient, mais ironiquement, je me sentais heureuse. Après une altercation dans ma chambre, où la colère prévalait, l'attitude inattendue de ma fiancée par intérim m'a laissé un sentiment de solitude, assez frustrant. J'ai continué à me réveiller tôt, et les jours suivants, son appel à la paix, j'ai trouvé le petit déjeuner préparé, selon mes préférences, mais sans la voir, ce qui suggérait qu'elle s'occupait de la maison pendant que je dormais encore. Les vêtements étaient impeccables, des bains chauds m'attendaient en fin de journée, et tout ce dont j'avais besoin semblait magiquement disponible. La liste qu'elle avait laissée, avec des articles que je n'aurais jamais envisagé d'acheter, comprenait des articles pour la maison et des articles d'hygiène personnelle que je n'utilisais pas. J'ai décidé de tout acheter en double en signe de reconnaissance pour ces efforts. La propreté et l'organisation de la tente étaient impeccables, dépassant les soins habituels de Malika que je délaissais, préférant m'occuper moi-même de mon espace. Étonnamment, la nourriture préparée par elle s'est révélée délicieuse, me poussant à la déguster avec plaisir et même une certaine avidité, ce qui m'a incité à maintenir désormais le garde-manger et le réfrigérateur bien approvisionné. Je vous en offre 2 et un de plus petit et je n'accepte pas moins que ça. J'ai répondu à l'acheteur qui continuait à essayer de négocier un prix plus bas. Tout le monde dans la région savait que la viande de mes chameaux était la plus savoureuse de tout le Arabie Saoudite, donc je n'étais pas enclin à m'engager dans de longues négociations comme les autres commerçants. Avec moi, c'était prendre ou laisser. Utilisant une cabane en bois comme bureau pour les ventes d'animaux destinés à l'abattage, je maintenais ma position malgré l'insistance du client. « Que Allah abrège vos jours !» Il répondit de manière impolie, le visage rouge de chaleur et de frustration de ne pas obtenir le prix qu'il souhaitait. Shukran, et bonne chance pour trouver quelqu'un prêt à vendre de la viande de qualité douteuse. Je les poussai dehors et les regardai partir en maugréant contre moi. Ensuite, j'ai dirigé mon regard vers la tente. Ce matin-là, une caravane de touristes était arrivée dans la région à la recherche de chameaux à louer pour explorer le désert. Le rat qui me guidait était le même qui chantait constamment à Hamid que j'étais un criminel, et bien que parfois je l'ignore, à d'autres moments, je me sentais enclin à agir selon les accusations. Depuis l'assassinat de Farouk il y a 3 ans, qui a ruiné le patrimoine familial et m'a laissé sans rien, j'ai lutté dur pour reconstruire ma vie. Cependant, toute la ville me condamnait pour le crime, croyant en une vengeance de ma part. En regardant la tante, je me demande si elle partage les mêmes soupçons à mon égard. Ces pensées ne m'ont jamais préoccupé auparavant, mais depuis notre mariage, de vieux souvenirs refont surface, me frustrant par la perte de contrôle sur moi-même. En la voyant sortir de la tente, chose rare, je réalise l'inopportunité du moment en raison de la présence d'acheteurs et de touristes. Je l'observe nourrir les chameaux et, animé par une détermination ferme, je m'approche d'elle d'un pas décidé. Et je l'ai appelée, mais elle m'a ignoré, bien qu'elle ne soit qu'à 10 pas. « Hé, ne fais pas ça !» J'ai exigé, mais elle a continué à agir comme si elle n'avait pas entendu mon ordre clair. Quand je l'ai finalement rattrapée, j'ai donné une tape sur sa main pour l'empêcher de continuer à donner des morceaux de sucre aux chameaux. « Ne nourris jamais plus les chameaux !» J'ai grogné entre mes dents, j'étais furieux alors qu'elle semblait surprise, bien que cela soit clairement une mise en scène. « Je ne savais pas, c'est juste du sucre. » Elle s'est répondue en fronçant les sourcils, ce qui n'a fait qu'augmenter mon irritation. « Ce ne sont pas des chevaux, ils ont une alimentation équilibrée et n'ont pas besoin d'être gâtés, ils sont destinés à être abattus. » Ocre. J'ai regardé les animaux et j'ai remarqué une expression de pitié dans son regard, mais elle m'a vite regardé à nouveau. Je détestais la façon dont elle me regardait. « Sors de mon champ de vision où je jure par Allah que… » J'ai fermé les yeux avec force.
Nous avons un accord. Elle a répondu et j'ai rouvert les yeux, sentant ma colère monter. Elle semblait clairement aimer se moquer de moi, il n'y avait pas d'autre explication plausible. Accord, je ne me souviens pas avoir conclu un accord avec toi. Tu es ma propriété et tu dois obéissance et soumission à moi. Je me penchai vers elle, me rapprochant de sa taille, alors qu'elle ne baissait même pas la tête, gardant ses yeux couleur noisette fermement fixés sur mon visage empli de haine. « Ces chameaux valent plus que ta vie insignifiante, alors n'ose pas les regarder ni me regarder. » Son menton a commencé à trembler et j'ai ressenti quelque chose au fond de ma conscience qui m'a fait reculer un instant. Cependant, la colère a rapidement repris le dessus. « Pars avant que je... » Elle a couru dans la direction opposée de l'entrée de la tente, en direction de l'oasis. Il semblait qu'une veine dans mon cerveau avait explosé, car tout autour de moi est devenu rouge. « Où penses-tu aller ?» j'ai crié. « Arrête maintenant !» J'ai tonné, conscient qu'il y avait de nombreux touristes autour d'elle pour qu'elle erre seule. Cependant, elle n'a pas arrêté, courant comme si le diable en personne la poursuivait, et le démon, c'était moi. J'ai fui, étouffé par les larmes et le cœur lourd de douleur. La cruauté et les paroles dures auxquelles j'ai été confronté ont dépassé tout mépris précédent pour mon handicap auditif. Quelque chose que des voisins avaient déjà regretté en disant que je n'aurais pas d'avenir. Mais cette douleur n'était rien comparée à ce que je ressentais maintenant. J'ai négligé les difficultés des dunes, glissant et me blessant, dans une tentative désespérée de m'éloigner de cette angoisse, comme si la fuite physique pouvait soulager ma douleur émotionnelle. Le sentiment de manquer à ma famille, censé m'aimer, est devenu sujet à douter. Baba m'avait livré à un homme par peur. Raja avait fui sans se retourner et je me sentais abandonné à mon propre sort. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter un tel traitement. Ayant tout fait pour apporter de l'harmonie et de l'utilité à notre vie sous la même tente, des efforts qui semblaient vains face à sa haine de ne pas être celle qu'il attendait. Je savais qu'il désirait Raja, pas moi, et la peur d'être remplacé par elle, celle revenait me consumait, plus terrifiante que tout ce que j'avais jamais affronté. Mon amour pour Raja était inconditionnel et l'idée de la voir souffrir dans les mêmes circonstances était insupportable. Je ferais tout pour la protéger. Après avoir couru pendant des minutes, épuisé, j'ai fait une pause pour reprendre mon souffle, le soleil brûlant ma peau. Convaincu que le retour n'était pas une option, même si je me sentais incapable de supporter plus longtemps cette chaleur intense. Devant moi, le désert s'étendait, un témoignage silencieux des caravanes qui apportaient autrefois la prospérité à Rub al-Khali, maintenant seulement des souvenirs du passé. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette au loin, initialement indistincte, devenant progressivement plus claire à mesure qu'elle se rapprochait. Un point rose au milieu de l'immensité aride, luttant contre le vent, avançant avec difficulté jusqu'à finalement s'effondrer au sol. J'ai hésité, incertaine, avant de décider de m'approcher, mais j'ai été brusquement interrompu par la main ferme de Samir, dont l'expression traduisait une profonde insatisfaction. « Je t'ai ordonné de t'arrêter, j'ai dit de t'arrêter !» Il ne semblait pas avoir perdu son souffle, mais sa poitrine montait et descendait rapidement. « Comment peux-tu être aussi imprudente au point de courir vers le désert ?» Mes larmes s'étaient déjà évaporées à cause de la chaleur. Il semblait sur le point de me déchirer et sa main autour de mon bras faisait mal. J'ai vu quelqu'un. Arrête. Ne viens pas avec de fausses excuses. J'ai tiré mon bras et je l'ai frotté quand il l'a enfin lâché. Il y a quelqu'un là-bas. J'ai pointé du doigt, mais il n'a pas détourné son regard furieux de moi. Il n'est pas sûr de s'éloigner de la tente quand il y a des touristes autour, tu comprends ? Il a attrapé mon bras à nouveau, essayant de me ramener en arrière. Il marmonnait quelque chose, mais je ne pouvais pas lire ses lèvres à ce moment-là. C'est pourquoi je me suis libéré et j'ai recommencé à courir. J'avais le sentiment que je devais rejoindre cette personne que j'avais vue, même s'il y avait le risque que ce ne soit qu'une illusion due à la chaleur. J'ai arrêté pour la localiser et j'ai réalisé que c'était une femme vêtue d'une tunique noire qui la couvrait partiellement. Sa peau était brûlée par le soleil et son visage était enfoui dans le sable. J'ai remarqué l'arrivée de Samir et j'ai vu la surprise sur son visage en constatant que j'avais raison. Nous venions de trouver quelqu'un qui s'était perdu dans ce désert traître. C'est une femme. Ses traits du visage se sont rapidement durcis et il a serré les dents. Maudits occidentaux.
J'ai détourné mon attention de lui et je me suis approché d'elle, mais il m'a arrêté avant que je puisse l'atteindre. Que penses-tu que tu fais? Encore une fois, je me suis éloigné de son contact brusque. Elle a besoin d'aide, elle pourrait mourir ici si nous ne faisons rien. J'ai dit l'évident et j'ai réalisé qu'il ne m'arrêterait pas à nouveau. Je me suis approché de la femme étrangère inconsciente et l'ai retournée avec précaution. Elle n'avait aucun poids et en la déplaçant, sa culotte vulgaire était exposée. Je l'ai rapidement couverte, cachant sa nudité partielle. Son visage était rouge, mais pas autant que son corps, et j'ai remarqué une petite coupure sur son front. Mon Dieu, elle a besoin d'aide, elle pourrait mourir ici si nous ne faisons rien. J'ai dit l'évident et j'ai réalisé qu'il ne m'arrêterait pas à nouveau. Je me suis approché de la femme étrangère inconsciente et l'ai retournée avec précaution. Elle n'avait aucun poids et en la déplaçant, sa culotte vulgaire était exposée. Je l'ai rapidement couverte, cachant sa nudité partielle. Son visage était rouge, mais pas autant que son corps, et j'ai remarqué une petite coupure sur son front. Mon Dieu! J'ai dit en observant à quel point elle était différente des autres femmes que j'avais déjà vues, surtout à cause de ses cheveux courts et roses. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, ils se sont écarquillés, la faisant se lever rapidement et me faire tomber au sol. Aide, aide, elle répétait tout en essayant de se tourner dans la direction d'où elle venait. Avec le bras levé, elle semblait pointer vers une autre personne étendue plus loin. J'ai compris. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin. J'ai dit cela presque comme une exigence et j'ai remarqué que Samir me regardait d'une manière différente. S'il te plaît, pendant un moment, il m'a seulement regardé puis étonnamment, il a fait ce que je lui ai demandé, ce qui m'a donné un immense soulagement. Vous allez bien? La jeune femme essayait toujours de rejoindre son compagnon, même si cela pourrait lui coûter sa propre vie. Je n'étais pas une croyante fervente en la destinée, mais il semblait que j'avais été guidé jusqu'ici dans le but de les trouver. Ils ont tous deux des brûlures au 2e degré et sont déshydratés, mais ils vont se rétablir, ils ont juste besoin de se reposer. J'observais le médecin que Samir avait amené avec une certaine méfiance. C'était un homme occidental qui parlait en anglais et j'ai réussi à comprendre, grâce à mon expérience, d'aider Baba dans le commerce. Le couple était installé dans la chambre qui était autrefois la mienne et Malika m'a aidé à prendre soin de la femme, qui semblait délirante alors que nous la mettions dans la baignoire. L'homme n'avait pas encore repris connaissance. Les deux étaient blessés et avaient besoin de points de suture pour refermer leurs plaies. Peut-être vaudrait-il mieux les emmener à l'hôpital ? Malika a suggéré, mais semblait hésitante. Je voulais refuser, j'avais le sentiment que c'était notre responsabilité de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis et prêts à partir. Mais je suis restée silencieuse. Samir était étrangement sérieux. Peut-être vaudrait-il mieux les emmener à l'hôpital ? Malika a suggéré, mais semblait hésitante. Je voulais refuser, j'avais le sentiment que c'était notre responsabilité de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis et prêts à partir. Mais je suis restée silencieuse. Samir était étrangement sérieux. Ne vous inquiétez pas pour eux. Il a dit et est sorti avec le médecin qui semblait pressé de partir. Je ne pouvais pas arrêter de regarder cette femme aux cheveux roses. Malika a remarqué que j'étais distraite et a touché mon bras, me regardant avec inquiétude. « Tu vas bien ? Tu sembles très pensative. » J'ai avalé ma salive, car j'avais détourné mon attention des étrangers. L'homme était arabe, mais il n'y avait pas de documents pour confirmer son identité, tandis que la femme semblait être américaine, avec sa peau marquée par les brûlures. Malika a attiré à nouveau mon attention. Ils auraient pu perdre la vie si je ne les avais pas trouvés. J'ai commenté, tourmenté par cette pensée persistante. Crois-tu qu'Allah t'a guidé vers eux ? J'ai hoché la tête, essayant de maintenir mon attention sur elle pour éviter des questions sur mon manque d'audition. Tu dois être fatigué, tu as besoin d'un bain et de nourriture. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner et maintenant je me souvenais que j'étais sur le point de préparer le déjeuner quand j'ai apporté les morceaux de sucre aux chameaux. Ramener les étrangers à la tente a été épuisant et long. Samir a dû utiliser quelques chameaux car la voiture ne pouvait pas naviguer à travers les dunes. Oui, je le crois. J'ai répondu seulement pour être d'accord avec elle. Merci Malika. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Elle m'a souri, puis nous sommes sortis de la chambre.
J'avais mis des serviettes dans le congélateur pour soulager les brûlures de leur peau et nous leur fournissions de petites quantités d'eau à boire en attendant que le médecin arrive et les traite, laissant du sérum physiologique pour les deux. Malika s'est proposée pour aider avec l'eau, mais j'ai refusé, la remerciant pour tout ce qu'elle avait déjà fait. Elle, persistante, a promis de préparer le dîner et de revenir le lendemain. Après un bref regard sur le couple, je me suis plongé dans la baignoire, ressentant le soulagement de l'eau froide sur ma peau brûlée par le soleil. Le bain était un répit pour mes muscles fatigués par la fuite désespérée dans le désert. Pendant que je me lavais le visage, Samir est apparu soudainement, me faisant instinctivement me couvrir dans l'eau. Sa recherche frustrée de moi et mon silence involontaire l'ont encore plus irrité. J'ai essayé de m'excuser, mais ma justification semblait insuffisante, ce qui a accru son irritation. Il m'a réprimandé pour mon manque d'attention et a demandé au sujet de ma brûlure, à laquelle j'ai minimisé la gravité. Après un regard intense, il s'est enfin retiré, me permettant de terminer mon bain en privé, me pressant de sortir avant qu'il ne décide de revenir. En prenant des précautions supplémentaires, je me suis maintenant habillée dans la salle de bain pour éviter tout malaise, restant vigilante à tout mouvement du rideau. Après avoir préparé la baignoire pour un éventuel bain de Samir, je me suis déplacée vers la petite salle, le trouvant détendu, fumant une chicha enveloppée dans un nuage de fumée parfumée. Il m'a jeté un bref regard avant de reporter son attention sur l'entrée de la tente où la brise nocturne commençait à souffler. J'ai proposé de préparer le dîner ou un chai, surveillant attentivement ses lèvres pour comprendre sa réponse, compte tenu de la difficulté de lire son expression de profil. Étonnamment, il a demandé à voir mon bras, mais j'ai hésité, surprise par la demande. En insistant, ma nervosité m'a empêché de bouger initialement. J'ai nié avoir peur, bien que ma réponse hâtive suggère le contraire. En m'approchant à contre-cœur, il a détourné le regard, me renvoyant abruptement. Confuse et un peu effrayée par l'intensité de sa réaction, je me suis retiré, le laissant seul comme il l'avait ordonné, réfléchissant à la tension croissante entre nous et à la rapidité avec laquelle j'avais exacerbé ses frustrations. Pendant la nuit, j'ai pris soin de l'homme malade avec de compresses froides jusqu'à ce que sa condition s'améliore. Au lever du jour, je me suis préparé pour les tâches matinales en utilisant une montre trouvée parmi les affaires de Samir pour me guider. Conscient de l'importance d'un petit déjeuner copieux pour Samir en raison de ses matinées chargées, je finalisais le pain maison lorsque la femme étrangère est entrée dans la cuisine, portant des vêtements trop grands pour elle et sa peau encore marquée par le soleil. Son regard était empli de confusion et elle tenait un flacon de sérum vide. Elle a essayé de communiquer dans une langue inconnue pour moi, augmentant mon anxiété. En remarquant mon incompréhension, elle a essayé l'anglais, demandant si elle pouvait manger le pain que j'avais préparé. Sa faim était si intense qu'elle a dévoré les pains avec un mélange de larmes et de joie, louant même la saveur tout en ayant la bouche pleine. En proposant de la confiture de tomates, elle n'a pas hésité à plonger le pain directement dans le pot, le consommant avec voracité et exprimant son enchantement pour la nourriture. Mon sourire se mélange avec un sentiment de timidité face à vos compliments et à votre enthousiasme évident, remarquant votre immense gratitude pour la nourriture. Pour augmenter votre satisfaction, j'ajoute à la table du bagrir des fruits et du fromage, vous observant saisir rapidement le café que je vous offre avec empressement. Vos excuses pour votre comportement brusque révèlent l'ampleur de votre faim. Excusez-moi, je ne suis pas toujours aussi impoli, c'est juste que je ne sais même pas depuis combien de jours je n'ai rien mangé. J'observe vos cheveux roses, désordonnés mais d'une manière encore charmante, mettant en valeur votre expression de soulagement et de contentement. Que s'est-il passé? La question m'échappe sans que je puisse l'éviter, et lorsque vos yeux bruns rencontrent les miens, je deviens complètement gêné. Eh bien, vous réfléchissez tout en mangeant, mais maintenant avec plus de calme. C'est une longue histoire. Vous prenez de longues gorgées de café et me tendez la tasse sans anse. Puis-je en avoir plus? Bien sûr, je vous sers rapidement et vous soupirez de satisfaction. Je suis heureux que vous alliez mieux, ne m'en parlez pas. Vous attrapez un bagrir et le dévorez. Qu'est-ce que tout cela? Vous désignez l'environnement. Une tente. Vraiment?
Les changements d'expression sur votre visage me font sourire sans que je puisse le contrôler. C'est super, je n'ai jamais rien vu de tel. Je me sers un peu plus de café, calculant combien il me faudra en préparer de plus pour m'assurer qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Où sommes-nous? Nous sommes dans le désert du Rub al-Khali. Votre bouche reste grande ouverte pendant quelques secondes pendant que vous assimilez le paysage qui vous entoure en avalant ce que vous mangiez. Vos yeux se déplacent d'un côté à l'autre, peut-être un peu nerveux, mais il est difficile d'en être sûr. Comment avez-vous dit que vous vous appelez? Un pli apparaît sur mon front et je prends une petite gorgée de mon café, sentant les résidus de marque à l'intérieur. Je m'appelle Maya. Je réponds et vous me gratifiez d'un large sourire. Maya, vous êtes mon ange gardien. Vous vous levez et me serrez dans vos bras avec force, me faisant pencher légèrement en raison de votre petite taille. Je ne suis pas sûr de quoi faire, mais votre étreinte est réconfortante et vous vous éloignez seulement lorsque vous remarquez qu'une autre personne est entrée dans la pièce. Votre expression redevient surprise et vous ouvrez la bouche en formant un grand O. Je me retourne et vois Samir debout, nous regardant toutes les deux avec une certaine curiosité. Waouh! Je peux clairement lire vos mots car vous les prononcez lettre par lettre tout en fixant Samir. Voici Samir, mon... Oh là là, ma belle, tu as de la chance, n'est-ce pas? Elle dit, en haussant un sourcil rose et en riant comme si elle partageait un secret. Je m'appelle Luna, Lu pour les amis, et comme tu as sauvé ma vie, je me sens déjà proche de toi. Je recule légèrement, nerveuse en raison de la présence de Samir et curieuse de savoir comment il réagit à tout cela, car moi-même, je ne suis pas sûre de comment gérer cette femme aux cheveux roses. Notre tente est ouverte pour toi jusqu'à ce que tu te sentes prête à partir. Samir répond, gardant son expression sérieuse et parlant en anglais avec un fort accent. Je vous remercie pour votre hospitalité. Elle ne semble pas se soucier de l'expression en colère de Samir et jette des regards curieux et évaluatifs sur lui tout en mangeant du bagrir. Nous partirons dès que Hassan se réveillera, j'en suis sûr, car il n'est pas très aventureux. Je suis intrigué par ses paroles, et Samir semble aussi curieux, mais il nous laisse bientôt seuls à nouveau. « Chaleur !» elle dit en s'éventant avec la main. Je ne comprends pas. Elle sourit, et j'imagine que le son de son sourire doit être contagieux. Je me demandais à quoi peut ressembler sa voix. Oublie ça. Je suis presque en train de lui demander de m'expliquer et quand elle remarque mon regard interrogatif, elle a dû remarquer ma question silencieuse. Désolé, c'est juste que j'ai un faible pour les types durs à l'apparence courageuse et il a cette allure, alors... Elle rit à nouveau, me laissant encore plus perplexe. Oh zut, j'oublie que les choses sont différentes ici. Elle continue. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 5 jours. Elle écarquille les yeux de surprise devant ma réponse embarrassée. « Oh là là, ne me dites pas qu'on a gâché vos nuits de noces. Mon visage brûle comme si j'étais sous un soleil brûlant. Par Allah !» je m'exclame, la faisant rire. Désolé, je suis un peu sans filtre. » Je commençais à me sentir étourdi par cette conversation et nerveuse aussi, alors j'ai commencé à préparer plus de pain. Je n'avais pas envie de parler de ma vie personnelle à une étrangère, aussi sympathique soit-elle. « Cet homme, c'est votre Lu ?» J'ai remarqué que son visage prenait une expression espiègle, comme si elle s'apprêtait à faire quelque chose d'inapproprié. Elle a regardé en arrière, puis vers moi. « Oui, c'est mon Lu, bien qu'il ne le sache pas encore. » J'ai couvert mon visage de ma main pour contenir un sourire. « Quoi ?» J'ai arrêté de verser la semoule en l'air. Cette femme se révélait plus étrange que je ne l'avais imaginé. Ah, rien, je plaisante juste. Bien que peut-être il vaudrait mieux suivre cette ligne, mais il se pourrait qu'il devienne tellement furieux qu'il veuille m'étrangler, ce qui ne serait pas mal. J'ai laissé tomber un peu de farine, frustré. Juste quand je pensais que je commençais à la comprendre, elle s'embrouillait encore plus dans ses paroles et je me sentais à nouveau perdu. « Tu es vraiment étrange ?» J'ai regretté instantanément d'avoir dit cela, mais elle m'a simplement donné un sourire insouciant. « Tout le monde le dit, mais je suis une personne sympa, non ?» J'ai confirmé, même si je n'étais pas sûr de faire la bonne chose. « C'est plus facile comme ça, Maya, tu ne trouves pas ? J'ai eu une deuxième chance dans la vie et je compte bien en profiter à chaque seconde. » Elle a cligné des yeux vers moi et j'étais tellement nerveuse que j'ai laissé tomber un œuf par terre.
Je n'aurais pas dû dire ça, je ne voulais pas t'offenser. Je me suis précipité pour nettoyer le désordre. Ne t'inquiète pas, Maya, il n'est pas facile de m'offenser, crois-moi. Elle a souri d'une manière tellement sincère que cela m'a réchauffé le cœur. Maintenant, explique-moi, comment se fait-il que toi et ce beau mec ne soyez pas en lune de miel? J'ai senti mon visage pâlir. Par l'amour d'Allah, elle a ri et j'étais encore plus embrouillé en préparant la pâte. Je vais vérifier. Mon mari, elle a dit avec un sens de l'humour remarquable. Merci pour le repas, c'était délicieux. Je ferai plus si tu veux. J'ai souri et elle m'a laissé seule à nouveau. Je crois que je n'avais jamais raté une pâte à pain maison auparavant, mais cette fois-ci, j'ai dû recommencer depuis le début. La femme a demandé s'il était possible d'obtenir un moyen de transport sûr vers la ville, tout en observant son compagnon qui s'était réveillé affaibli mais déterminé à partir. Samir, privilégiant la sécurité de ses invités, les a conseillés d'attendre d'être en meilleures conditions pour voyager. La jeune femme a accepté de rester, malgré le regard désapprobateur de son compagnon qui luttait toujours contre les effets de l'insolation. Une tentative de tendresse a été brusquement interrompue par l'homme, qui a rejeté le geste en lui ordonnant de se taire. L'interaction entre le couple révélait des tensions, reflétant étrangement la dynamique entre moi et Samir. La jeune femme insistait pour ne pas dormir par terre, rappelant la proximité qu'ils avaient partagée la nuit précédente, suggérant une intimité compliquée. Samir, mal à l'aise dans cette situation, a quitté la pièce en me lançant un regard désapprobateur. La ressemblance entre le couple me retenait sur place, partagée entre respecter la vie privée des invités et ma curiosité qui me maintenait là. « Il y a une pompe à eau dehors ?» Je l'informe et elle fait un commentaire, mais je n'entends pas à temps, captant seulement la partie « dehors ». Je hoche simplement la tête, n'ayant pas vraiment le choix. « Regardez !» Elle regarde le ciel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Des chameaux, mon... » Je commence à pomper de l'eau un peu précipitamment. Samir élève des chameaux pour l'abattage. « Abattage ?» Pendant un instant, je vois une expression de peur sur son visage. Qu'est-ce que cela signifie ? Abattage, comme tuer les animaux pour les manger, la lumière de la lune nous permet de voir suffisamment pour que je remarque son expression choquée. Oui, c'est la meilleure viande de chameau du Arabie Saoudite. Je la regarde alors qu'elle attend une réponse différente, sans même réaliser que j'ai répété la phrase que Malika m'a dite il y a quelques jours. C'est cruel. Je remplis un seau et commence à en remplir un autre, ne sachant pas vraiment quoi dire. Que fais-tu ? Nous n'avons pas d'eau courante à l'intérieur, nous avons une grande baignoire en étain. Je t'ai aidé à prendre un bain hier. Je révèle me sentant gêné d'avoir fait quelque chose d'aussi intime avec une personne inconnue, me rappelant à quel point elle était différente, même dans les parties intimes. Comment quelqu'un pourrait-il tailler les poils de cette manière ? Je ne me souviens pas de grand-chose. La dernière chose dont je me souvienne, c'est la tempête de sable. Elle se frotte les bras et regarde à nouveau le ciel. Maintenant, je suis ici, c'est ce qui compte, et je vais en profiter. Elle commence à se déshabiller et je reste paralysé. Que fais-tu ? Je détourne mon regard vers la tente, inquiète que Samir puisse arriver et la voir nue. Je suis ici, au milieu du désert, alors bien sûr que je vais prendre un bain en plein air, et c'est exactement ce qu'elle fait, sans aucune crainte de ce qui pourrait arriver. La révélation de Luna concernant ses origines mexicaines et les fragments de sa vie, y compris une amie récemment mariée à Casablanca, a éveillé ma curiosité, bien que l'histoire soit quelque peu floue. En partageant des détails sur ses parents, j'ai remarqué une lueur de nostalgie dans ses yeux, quelque chose qui m'a fait réfléchir à la simplicité avec laquelle elle trouvait de la joie dans les petites choses, suscitant une pointe d'envie en moi. La soudaine question de Luna concernant l'état de mon mari m'a pris au dépourvu, me faisant perdre le fil de notre conversation légère. En essayant d'expliquer que notre mariage était le résultat d'un arrangement pour régler une dette de mon père, la simplicité de ma confession semblait la rendre son goût. L'intrusion abrupte dans un sujet aussi intime que la relation sexuelle au sein d'un mariage arrangé m'a fait frissonner, confronté à l'étrangeté de ma propre situation. Marié à quelqu'un que je connaissais à peine, avec toute la complexité que cela impliquait. Luna, remarquant ma réaction, s'est excusée, mais son observation sur la bizarrerie d'un tel arrangement a souligné la singularité de notre union.
mettant en lumière les normes sociales et personnelles singulières qui nous entouraient. Face à la franchise inattendue de Luna sur des sujets aussi intimes, je me sentais désorienté. Ma réaction de choc et de confusion était évidente pour elle. Elle a essayé de clarifier ses points, se rendant compte de mon hésitation et de mon incompréhension sur le sujet. La discussion sur l'injustice de ma situation, le manque de préparation pour le mariage et la vie conjugale m'ont fait réfléchir à la façon dont les choses auraient mal pu être différentes si ma mère avait été en vie pour me guider. Luna posa directement la question sur la qualité de ma première expérience intime avec mon mari, une question que je n'avais jamais envisagée, encore moins discutée. Sa surprise face à ma réponse a révélé à quel point j'étais ignorante et mal préparée à cette facette du mariage. Ma confession sur le fait de me sentir incapable de bouger ou de rester debout sans soutien après notre première nuit ensemble a été un moment de vulnérabilité que je n'attendais pas à partager, mais d'une manière ou d'une autre, Luna a réussi à me le faire avouer, révélant la complexité et les difficultés inhérentes à un mariage arrangé et à l'intimité imposée. C'est tellement étrange. Elle me regarde avec compassion et je perçois une pointe de pitié dans ses yeux. Tu n'as pas à accepter la situation comme ça, Maya. Tu peux la rendre bonne pour toi, tout comme elle l'est pour lui. J'hésitais à croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de bon là-dedans. Parfois, une bonne conversation peut suffire, une conversation honnête et ouverte. Non, tu ne le connais pas, il me déteste. Je me retourne préoccupé par la possibilité que nous puissions être entendus, car nous pourrions être surprises à tout moment. Le déteste-t-il ? Elle demande et j'acquiesce d'un signe de tête. Peut-être que c'est nouveau pour lui d'être marié, mais je suis sûr qu'il n'est pas une mauvaise personne. Sinon, il ne nous aurait pas sauvés, moi et Hassan, et ne nous aurait pas accueillis dans sa tente. Je n'étais pas sûr qu'il soit si méchant, je savais seulement qu'il ne me supportait pas. Si tu n'es pas heureuse, pourquoi ne pas te séparer ? Cela apporterait la honte. Mon père a toujours des dettes envers lui. Ce serait une disgrâce. Au cours d'une conversation riche en découvertes et en conseils, je me suis retrouvé confronté à des questions simples sur mes goûts et dégoûts, réalisant que je n'avais pas de réponse claire à fournir. La discussion s'est tournée vers la recherche d'harmonie dans le mariage avec un conseil emphatique pour donner le meilleur de moi-même et la suggestion que si mes efforts n'étaient pas reconnus, il serait peut-être préférable de suivre mon propre chemin. Le conseil s'est étendu à la sphère personnelle et intime, avec une approche directe et sans détour de l'exploration de sa propre sexualité, une idée qui m'a choqué, mais aussi intrigué. On m'a encouragé à connaître mon propre corps et mes désirs avec la promesse que cela apporterait une nouvelle dimension à ma relation. Bien que la conversation flirtait avec le tabou et la provocation, il y avait un sous-texte de connaissance de soi et d'autonomisation. L'idée que la véritable harmonie pourrait être atteinte grâce à la compréhension et à la communication des désirs et des plaisirs personnels était à la fois effrayante et éclairante. Riant nerveusement à l'idée de partager cette nouvelle compréhension avec mon mari, je me sentais enveloppé d'un mélange de peur et d'excitation. Le conseil, bien que choquant, apportait un éclair de chaleur dans une nuit froide, suggérant que même les expériences les plus inattendues pourraient mener à une découverte et, qui sait, à une véritable connexion. Hassan, après avoir passé 20 minutes au téléphone en utilisant mon appareil, a réussi à organiser un transport, sans exprimer de gratitude ni expliquer son quasi-malheur dans le désert. Dans notre tradition d'hospitalité, nous avons chaleureusement accueilli lui et sa compagne, qui n'était pas sa femme. Maya, en particulier, a préparé des banquets et a rapidement développé une amitié avec la visiteuse, malgré mes réserves quant à l'influence de l'étrangère. Hassan a remercié pour l'hospitalité qui, selon lui, a sauvé leur vie, avouant qu'il n'avait jamais connu le désert de Rub al-Khali auparavant. Alerté sur les dangers du désert, il semblait impatient de partir, même s'il avait encore besoin de se reposer. En parallèle, j'ai découvert que le père de Maya avait disparu, renforçant mes soupçons quant à son intention de ne pas payer ses dettes et d'abandonner Maya à son sort. L'interaction entre Maya et la visiteuse, Luna, a révélé le manque de ressources de Maya, illustré par l'absence de son propre téléphone. Étonnamment, je me suis proposé d'être le contact de Luna, une décision impulsée qui, en constatant la réaction de tous, m'a fait remettre en question mon offre. Luna a réagi avec enthousiasme à mon offre inattendue, une réaction qui contrastait fortement avec les réponses habituelles que je recevais des gens autour de moi.
Sa joie sincère et son sourire dirigé vers moi m'ont pris au dépourvu, car il n'était pas courant d'être accueilli avec une telle ouverture. En essayant de se familiariser avec les coutumes locales de remerciement, elle s'est rapidement engagée, exprimant le désir de revenir dans des circonstances moins adverses. Hassan, visiblement contrarié par sa compagne, a exprimé son désaccord, tandis que Luna ripostait avec une intensité égale. D'un autre côté, Maya me regardait avec espoir, souhaitant la présence de Luna à nouveau. Confronté à la tension entre Hassan et Luna, et au désir silencieux de Maya, j'ai fini par accepter l'idée de les accueillir à nouveau, guidé par la satisfaction de Maya face à ma réponse conciliante. Les adieux étaient chargés d'émotions, avec Maya et Luna se disant affectueusement au revoir, laissant un vide après leur départ. En observant Maya, j'ai remarqué son air préoccupé, reflétant peut-être la solitude de sa situation actuelle, mariée dans des circonstances difficiles. La complexité des sentiments de Maya envers sa nouvelle vie et le bref moment de connexion avec nous indiquaient une toile de relations humaines complexe, encadrée par le paysage austère du désert. En observant Maya s'occuper de la mise en ordre après la réunion de départ, je réfléchis à la possibilité de l'envoyer à la maison principale pour qu'elle puisse profiter de plus de confort et de compagnie féminine. En exprimant cette idée, elle semble me ignorer complètement, continuant ses tâches comme si je n'étais pas présent. Une attitude qui me surprend et m'irrite profondément. L'indifférence de Maya me fait remettre en question ma propre conduite, me donnant l'impression d'être dans l'erreur en essayant d'être aimable et prévenant. Frustré d'être ainsi rejeté, je décide de lui faire face, emporté par une colère dévorante. En m'approchant, je remarque son regard surpris et anxieux, une réaction qui ne fait qu'attiser ma colère, me laissant au bord de perdre complètement le contrôle de mes émotions. Écoute bien. Ne crois pas un instant que j'ai oublié les mots que j'ai prononcés. Toi et ton père avez 1 mois, pas plus. Alors j'espère qu'au fond de toi, il ne reste qu'une enfant, car rien d'autre ne m'empêchera de te chasser d'ici et de mettre fin à ton père. C'est clair ? Ses yeux se remplissent immédiatement de larmes, la peur devenant évidente. Peu m'importait d'être la cause. Après tout, je savais ce que cela provoquait chez les autres. Alors, quel était le problème de lui causer ça aussi ? As-tu compris ? J'ai crié, la faisant sursauter et enfin hocher la tête. J'étais un monstre, je ne pouvais pas l'oublier.